14 juin, 8h25. Cette nuit, sommeil superficiel, agité de cauchemars. Un surtout m'a marqué. Mon collègue bosniaque et moi sur la berge, une sangle attachée à la poitrine et reliée à la péniche par un filin, en train de haler l'ange Gabriel en tirant de toutes nos forces. Il y a un siècle, c'était le travail des marinières et de leurs enfants. 11h40, centre-ville de Béthune. Un beffroi médiéval carré, au milieu d'une place carrée, tout en pavé carré. Une austérité romane rompue par les façades art déco des commerces qui l'entourent. Le contraste temporel est frappant. Au centre, le temps sacré de l'église, un temps cyclique fait d'éternité. Et autour, le temps profane du marchand, le temps qui scande les voyages et calcule les investissements. Béthune s'offre ici comme lieu symbolique, comme page interprétée, comme tissu de signification et de fantaisie. On devine une histoire secrète, venue des tumultes du passé, comme l'érosion à Port-du-Limon, aux berges du fleuve. 17h10. Assis sur le pont de l'Ange Gabriel, je songe aux gens du voyage, qu'ils soient manouches, saltimbanques ou mariniers. Tout à coup me revient en mémoire le souvenir d'une escale à Istanbul, en août 1991. Je flâne sur les berges du Bosphore. Au loin, un forain promenant un ours en laisse m'aperçoit et s'avance à ma rencontre. Voyant l'appareil photo pendu à mon cou, il me propose de me photographier avec son bestiau. Pourquoi pas? Et me voilà, tout sourire, flanqué d'un grizzly à la fourrure miteuse. La photo prise, le forain me rend l'appareil. Je lui tends un pourboire, mais à ma grande surprise, il le repousse avec mépris. Il veut plus, beaucoup plus, une somme exorbitante. Naturellement, je refuse. Il frappe alors le sol d'un coup de talon et, aussitôt, l'ours se dresse sur ses pattes, braquant sur moi un œil persuasif. Naturellement, j'accepte. Moralité, cette photo au bord du Bosphore m'a coûté la peau de l'ours. Mais ce n'est pas un hasard si ce souvenir m'est revenu à l'esprit après mon retour de Béthune. Vu de loin, le beffroi a quelque chose d'oriental, la splendeur arrogante et ambiguë de l'architecture byzantine. 0h35. Allongé dans ma cabine, je chavire dans le sommeil, bercé par le rori canneur des canards invisibles, qui me rappelle celui de la girafe en caoutchouc de mon fils âgé de 5 mois. Mercredi 15 juin, 14h50. Tandis que j'observe sous une pluie fine un canard s'occupant du toilettage de ses ailes, l'Ange Gabriel apparaît pour une croisière sur le canal d'Air. Son propriétaire m'apprend que, pour nommer leur péniche, les bateliers ont coutume de contracter leur prénom. Ange Gabriel, par exemple, s'appelait Alchan, un mixte d'Albert et de Chantal, les ex-propriétaires. Notre péniche glisse sur l'eau verte en direction de Dunkerque. Amarré à la berge, un chaland baptisé Fragory. J'ai beau me creuser la tête, impossible de trouver quel prénom se cache derrière. Le plus souvent d'ailleurs, c'est celui de leur enfant qui orne la proue. Me voilà justement à la proue de l'Ange Gabriel, sous un drapeau rouge qui signale tout mouvement du bateau au capitaine à la barre. Penché sur le garde-fou, j'admire le spectacle de l'étrave qui fend l'eau de son large tranchant, avec une telle vigueur qu'il semble porter une grosse paire de moustaches d'écume. Pourtant, nous ne naviguons qu'à une vitesse de quelques nœuds, soit environ 6 km à l'heure. Dans un monde soumis à la tyrannie du chronomètre, c'est une allure flâneuse, propice à la rêverie. D'ailleurs, dès le XIXe siècle, un groupe de dandys parisiens, voulant protester contre l'accélération de la vie moderne, se promenait dans les passages en donnant en laisse une tortue. Si bien qu'aujourd'hui, les péniches de croisière offrent aux touristes une sorte de cure pour le désintoxiquer de la hâte fébrile. Du reste, la reconversion de l'Ange Gabriel en bateau non pas mouche mais tortue a sans doute sauvé sa carapace de la casse, car l'État offre aux derniers bateliers des primes de déchirage pour leur faire abandonner les péniches. Décidément, les péniches sont subversives. En silence, l'Ange Gabriel passe devant des pêcheurs à la ligne, d'immenses entrepôts, un couple s'embrassant derrière un bois. Le mystère Fragory me revient à l'esprit. Un couple de prénoms s'embrassant derrière un bois de syllabes. Franck ou Francis pour Fra, mais je ne vois rien pour Gory. Plus loin, j'aperçois des grues qui ressemblent à de grosses sauterelles posées au bord du quai. Naguère, elles actionnaient leurs bras pour aller puiser, avec la pince de leur benne, le charbon venu des mines de la région.
Leurs bras tournaient, la benne s'ouvrait juste au-dessus de la cale de la péniche. Le charbon s'y déversait dans un bruit de tonnerre et un nuage de poussière noire recouvrant tout. À présent, me voici à la barre de l'ange Gabriel, sous le regard bienveillant du capitaine. J'ai l'impression de piloter la terre. Le capitaine me parle de sa vie passée au ras du ciel, des années où il était libre et heureux de courir lentement le monde. Il transportait du malt, des pierres, du sable, de la mitraille. Il lui est même arrivé d'avoir 250 tonnes d'os d'animaux dans ses cales, une péniche catacombe. Je remets la barre au capitaine et m'apprête à quitter la timonerie. Mais là, l'énigme Fragory me revient en tête. J'interroge le capitaine, bien qu'il soit plus un homme d'eau qu'un homme de mots. Il me regarde avec un sourire narquois, sans doute surpris de voir un écrivain incapable de résoudre ce problème de prénoms croisés. Lui, il connaît la solution et, magnanime, me la donne. Françoise et Grégory. J'avoue que j'aurais difficilement trouvé. Il faut dire que les trouvailles sont rares et que les auteurs doivent se débrouiller avec le petit brin d'imagination dont le sort a bien voulu les gratifier.